Le thème amené vite ce mois de février, c'est aimer différemment. Et ça m'a tellement inspiré que j'ai préféré t'en parler de vive voix plutôt que de te l'écrire. Alors, ça veut dire quoi aimer différemment? Que jusqu'à présent il n'y avait qu'une façon d'aimer et qu'on en invente de nouvelles maintenant? Ou que tout le monde aime tout le monde de la même manière? Bah non en fait, je pense pas. Ici, je voudrais te montrer que tout temps, les humains ont inventé plein de façons d'aimer différentes, qui étaient plus ou moins acceptées ou rejetées selon les habitudes culturelles du lieu ou du moment. Et on verra ensuite où nous en sommes aujourd'hui. Bon, alors rassure-toi, hein, je ne vais pas te faire un cours d'histoire. Je vais juste faire quelques instantanés à certaines époques et à certains endroits pour regarder comment ça se passait chez eux. Et tu seras peut-être surpris de ce que tu vas entendre. Dans la Grèce antique, à l'époque de Socrate, on distinguait 6 formes d'amour différentes. Eros, bien connu, désignait la passion sexuelle. Philia concernait l'amitié profonde entre deux personnes ainsi que l'amour filial. Ludus, ça désignait l'amour ludique, convivial, léger, le flirt quoi. Agapé s'utilisait pour parler de l'amour désintéressé, l'amour dévoué aux autres. Pragma parle d'un amour solide, qui dure, ancré dans la réalité, un peu comme les vieux couples. Et puis enfin, Philotia désigne l'amour-propre, celui qu'on a pour soi-même avant de l'adresser aux autres. Et selon les Grecs, ces 6 formes d'amour devaient être cultivées. Au passage également, l'hétérosexualité et l'homosexualité coexistaient sans problème chez nos amis grecs de l'Antiquité. Ceci dit, ils avaient quand même une vision bien misogyne des femmes. Si nous regardons ce qui se passe dans notre Europe moyenâgeuse, là c'est une toute autre histoire. Déjà, exit l'homosexualité et toute autre fantaisie en dehors du lien classique homme-femme. Ça vous menait à la mort quasiment à coup sûr, sauf peut-être si vous étiez de la haute société. L'Église catholique veillait au grain et codifiait énormément l'amour et la vie sexuelle des gens. Juste pour vous dire, il y avait tout un calendrier des jours où on pouvait faire l'amour et aussi une liste des positions acceptables ou pas, quand même. Alors, l'époque n'était pas non plus très féministe, tu t'en doutes bien. Mais il y avait quand même une lueur d'espoir dans tout ça, l'amour courtois. Il a été chanté par Ronsard à Christine de Pisan et il évoque la façon d'aimer son ou sa partenaire avec respect et courtoisie. Il adoucit les relations entre les hommes et les femmes en mettant en valeur la beauté et la lumière d'un amour réciproque et mérité. Mais bon, tout ça a été encore quand même bien codifié. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières. En France, c'est le temps des grands philosophes, Voltaire, Rousseau et plein d'autres. La Révolution se prépare, donc il y a une grande différence entre l'amour dans le peuple et l'amour dans la noblesse. Dans le peuple, les relations hommes-femmes sont régies par le pragmatisme. On se marie pour associer ses forces et on fait l'amour sous pulsion et pour faire des enfants. Du côté de la noblesse, on est en pleine recherche de compréhension de ce qu'est l'amour. On expérimente, on parle beaucoup, bah oui, les philosophes sont très présents et très bavards, et on se dégage du contrôle de l'Église, de plus en plus ouvertement, en pratiquant le libertinage. Vous savez, des salons avec beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes ensemble. Alors, dire que les femmes y trouvaient leur compte, ce serait évidemment mensonger. Tout ça était bien régenté par des hommes. Et je vais finir ma petite excursion historique dans l'Angleterre victorienne du XIXe siècle. Alors, à cette époque, c'est franchement la cata pour l'amour et les femmes. C'est le retour en force de la mainmise masculine absolue sur les femmes. Une femme n'a aucun droit, ou presque. Une femme doit être prude et obéissante à son père, son mari ou n'importe quelle figure masculine. Elle est totalement considérée comme immature. En ce qui concerne la sexualité, il y a 2 solutions. Soit on est une femme respectueuse et on obéit au désir de son mari, quel qu'il soit. Soit on est une prostituée et on obéit au désir de tous les hommes, quels qu'ils soient. Pas cool du tout, cette période. Est-ce qu'on peut parler d'amour d'ailleurs, quelque part? Même les relations filiales sont régies par des codes sociaux et économiques rigides. C'est pas étonnant que les suffragettes, ces premières féministes, soient apparues en Angleterre au début du XXe siècle. Voilà. Alors, je suis volontairement restée assez proche de notre culture européenne. J'aurais pu te parler de l'amour en Chine au XVe siècle, ou de l'amour chez les aborigènes d'Australie, ou chez les Comanches d'Amérique, mais ça nous aurait entraîné trop loin.
Et tu vois bien déjà dans mes exemples à quel point ce qui est acceptable ou pas change d'une époque à l'autre et ou d'une contrée à l'autre. Et aussi à quel point on peut renier les choix anciens, parfois pour y revenir bien plus tard. En fait, tout ça va dépendre de la vision du monde qu'a développée la société à un moment et à un endroit. Le plus souvent dans le passé, il y avait un et un seul ensemble de comportements bien identifiés auxquels on avait tout intérêt à se conformer, sous peine parfois d'y laisser sa peau au sens propre. Et ça s'explique en fait, il y a des raisons à ça. Ces comportements codifiés permettaient aux idées dominantes de se maintenir et à la société de l'époque de trouver des solutions à ces problèmes. Et évidemment, l'amour c'est central dans une société. Le plus souvent, comme tu as pu le voir dans mes exemples, il débouche directement sur la sexualité et donc sur la reproduction. Et c'est un sujet éminemment déterminant pour toutes les sociétés humaines. Trop de naissances ou trop peu de naissances, c'est tout aussi problématique. Dans les deux cas, ça peut engendrer la ruine d'une société. En plus, selon l'état des connaissances sur la manière dont les enfants sont conçus et qu'ils viennent au monde, eh bien, les modes de contrôle de la sexualité changent. D'autre part, qui dit amour dit famille, bien sûr. Donc, la perception de l'amour est aussi façonnée par la manière dont les rôles familiaux se mettent en place, et aussi comment le pouvoir se distribue dans la famille et dans la société. Et ça, c'est sans compter avec un élément qui nous tient particulièrement à cœur chez Amnévy, la vision de la femme par l'homme, et de l'homme par la femme aussi, évidemment. Et j'en passe, et j'en passe. Bref, c'est tout un ensemble de critères qui entrent en ligne de compte pour définir ce qui est permis ou pas en amour. Et c'est comme ça dans toutes les sociétés. Alors à notre époque, comment ça se passe? Tu me diras, ça dépend des parties du monde. Eh bien oui, évidemment, on parle bien de culture ici. Alors, je vais reformuler ma question. À notre époque, comment ça se passe en Europe, en France? Ouais, pour le moment, ça a l'air d'être un peu le chaos tout ça, non? Ben oui, c'est bien pour ça qu'on en parle autant. Et que chacun veut, croit avoir raison. Crois-moi qu'au Moyen-Âge ou au XIXe siècle, on en débattait bien moins que maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le moment? Eh bien, grâce à notre capacité de nous connecter très vite à toutes les cultures du monde, que ce soit en voyageant, avec les médias, Internet, notre société européenne française a intégré en son sein plusieurs types de visions du monde. Et ça a eu deux effets simultanés. Le premier, c'est de mettre en contact des cultures qui n'en avaient pas l'habitude. Et le deuxième, c'est de faire émerger une nouvelle vision du monde avec plus d'ouverture et de tolérance. Alors, le résultat pratique de ça, eh bien, c'est qu'il y a beaucoup de façons différentes de concevoir l'amour, plus ou moins ouvertes, plus ou moins tolérantes, ou au contraire, prêtes à défendre une tradition importante pour elles. Ma vision à moi, c'est de croire qu'il n'y a pas une bonne façon d'envisager l'amour. Il y en a plusieurs, qui s'expliquent ou se déterminent en fonction de la culture et de l'environnement. Et je crois surtout que les différentes visions peuvent coexister sans se blesser l'une l'autre. Nous sommes dans une période où tout évolue très vite et où malgré tout, la tendance est à plus de bienveillance. Donc oui, soyons créatifs et acceptons différentes façons d'aimer en étant bien attentifs à les déployer dans la bienveillance pour soi et pour les autres.